Toute ma vie, camarades, je me souviendrai de ce matin d'été du 19 août 1950. Je revois, comme si c'était hier, le camarade qui, sonnant à ma porte vers 5 heures du matin, m'annonce les larmes aux yeux: hier soir, ils ont assassiné Julien. Sous le nazisme, il nous est arrivé des dizaines de fois de souffrir en apprenant que tel ou tel camarade, proche ou lointain, avait disparu dans la nuit et le brouillard. Mais ici, il n'y a vraiment pas de mots pour décrire la colère qui s'ajoutait à notre peine. Jamais on n'avait vu ça. En France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, les ouvriers ont marqué leur indignation en déclenchant grèves, manifestations et mouvements de solidarité. Dans une Belgique où les usines se sont tues, où les commerçants ont baissé leurs volets, plus de 300 000 personnes ont accompagné Julien au cimetière de Seraing-la-Rouge. Ceux qui y étaient se souviendront toujours de ces hommes et de ces femmes agglutinés dans les arbres, sur les toits, tenant qui une fleur rouge, qui un chiffon rouge à la main. Alors on peut se poser la question, comment se fait-il que 37 ans après, c'est la même colère, c'est la même douleur qui étreint des centaines d'hommes, d'ouvriers communistes ou non, lorsqu'ils pensent à l'assassinat de Julien Lahaut? Qu'avait-il donc de si remarquable pour que l'oubli ne s'installe pas autour de sa mémoire? C'est que l'histoire de Lahaut est celle de toute une vie au service de sa classe, de fidélité sans faille à son idéal, et que le peuple s'est reconnu en lui. Car Lahaut était le peuple. Il s'indignait des mêmes choses que lui, il voulait ce que veut le peuple. Il avait, dans la classe ouvrière, dans son rôle, dans son avenir, une confiance qui, même aux moments les plus sombres, les plus difficiles, éclatait, rayonnait, était lumineuse, contagieuse, éducatrice. Julien Lahaut, éducateur. En prononçant ces mots, je tremble toujours de rage contenue, car ma rage demeure d'avoir lu en décembre 1980, dans les cahiers marxistes, ces mots écrits par Claude Renard, vice-président francophone du Parti communiste belge. Je cite la page 40, « Lahaut est tout sauf un théoricien de la Révolution ». Voilà, camarades, pour le PC d'aujourd'hui, Julien était un primaire qui ne connaissait rien du marxisme-léninisme. Heureusement que ce n'est pas le cas de Renard et de son parti, et nous verrons ça plus loin. Oui, pour la classe ouvrière, Julien était plus que celui qui est toujours au premier rang du combat, qui paye de sa personne. Il était aussi un éducateur, car toute sa vie durant, il a dénoncé au regard des ouvriers ceux qui toujours les ont trahis, les dangers qu'ils représentaient. Toute sa vie durant, il a montré à sa classe le chemin de sa libération. On pourrait reprendre des dizaines d'exemples. Malheureusement, ce n'est pas sur 1 heure de conférence qu'on peut le faire. Je m'en tiendrai donc à quelques exemples, mais vous le verrez, ils sont significatifs. La lutte que Julien Lahaut va mener va prendre différents aspects que je vais très brièvement développer. Primo, contre la collaboration de classe. Deuxièmement, contre la voie pacifique et le crétinisme parlementaire. Troisièmement, pour la révolution et la dictature du prolétariat. Quatrièmement, pour l'internationalisme prolétarien. Et cinquièmement, contre le fascisme. Raconter la vie de Julien Lahaut, c'est raconter l'histoire des luttes ouvrières en Belgique durant un demi-siècle. C'est dans sa famille que tout enfant
Julien a vécu les souffrances et les combats de sa classe. Son père fonda le premier syndicat des métallos à Coqueril, dirigea la grève de 1891 et fut jeté à la rue. La misère s'installa alors au foyer. Julien avait 7 ans, mais jamais sa vie durant il n'oubliera. Dès l'âge de 14 ans, Julien devient ouvrier métallurgiste. Grève de, écoutez bien camarades, 1902, 1908, 1913, 1919, 1920, 1921, 1932, 1936, il fut à la direction de toutes les luttes. Il fut poursuivi, arrêté, condamné. Il passa, avant 1941, 43 mois de sa vie en prison. Et si on y ajoute les camps de concentration, Julien est mort à 66 ans et il a passé plus de 7 ans et demi de sa vie en prison. 1921 est une date qui compte dans son existence. Appelé par la classe ouvrière à devenir, en 1908, secrétaire permanent de la section liégeoise de la centrale des métallurgistes, qu'il avait lui-même fondée, il en fut exclu 19 ans plus tard, en 1921, parce qu'il refusa, après une grève admirable de fermeté ouvrière, de suivre les dirigeants sociaux-démocrates Bondas, retenez bien ce nom, et Delvigne dans leur capitulation devant les patrons. La grève de 1921 est restée exemplaire dans la mémoire collective du peuple. 1921, c'est la crise, le chômage. Les patrons veulent reprendre ce qu'ils ont dû céder sous la contrainte les années précédentes. Ils passent à l'offensive pour imposer des diminutions de salaire et des allongements de la durée du travail. Alors 9000 ouvriers d'Ougré-Marié, qui est devenu aujourd'hui une division de Coqueril, partent en grève. Et cette grève va durer 9 mois. La Fédération liégeoise des métallos soutient d'abord la grève. Puis, 7 semaines plus tard, elle cède aux pressions, car les socialistes sont au gouvernement avec les catholiques et les libéraux. Et catholiques et libéraux menacent, si la grève ne cesse pas, si la grève continue, on exclura les socialistes du gouvernement. Alors les dirigeants syndicaux capitulent et ils s'adressent aux grévistes pour qu'ils comprennent que, primo, faire grève risque de nuire à la reconstruction du pays. On est après la boucherie de 14-18. Deuxième leitmotiv que développent les Bondas et les Delvigne, on ne fait pas grève quand la crise est là. Devant la trahison, Julien recourt à une arme dont il se servira maintes fois. Et je pense que c'est la première fois d'ailleurs en Belgique qu'on se sert de cette arme. Il constitue un comité de grève. Il sera immédiatement élu par les ouvriers président de ce comité qui exigera des dirigeants syndicaux qu'ils viennent s'expliquer devant les grévistes. On s'en doute, pas un de ces dirigeants n'aura ce courage. Julien, on le verra partout, encourageant chacun, organisant les réunions, à la tête des manifestations, faisant, et ça dit quelque chose aux Liégeois, mais en tout cas, faisant de la passerelle de Seraing une tribune qui deviendra célèbre dans tout le pays. 3 mois après le déclenchement de la grève, les dirigeants syndicaux réduisent les grévistes à la famine en diminuant de moitié les faibles indemnités versées. Alors les gosses des métallos d'Ougré-Marié deviennent les gosses des ouvriers de toute la Belgique. Flandre, Bruxelles, Wallonie réunis. On va voir tous les enfants partir et aller loger, à être pris dans les familles ouvrières de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo qui est parue dans Solidaire, mais qui est admirable, où on voit les gosses avec leurs petits baluchons prêts à quitter la région liégeoise, avec un panneau « Les patrons sont des méchants ». Alors la grève, elle va encore durer 6 mois. Pour qu'elle s'effrite, un grand coup est donné par la bourgeoisie. Julien Lahaut est arrêté. Le bureau de la Fédération des métallos donne alors l'ordre impératif de la reprise du travail. Les ouvriers ont tenu 9 mois dans des conditions héroïques, on peut dire héroïques. Ils rentrent, mais ils ne s'inclineront pas.
Et je voudrais ici dire un petit souvenir personnel. J'ai eu de la famille à Liège, à Ougré plus précisément, dont le mari avait participé à la grève de 21. Et quand il a voulu retourner à l'usine après la grève, le contremaître lui a dit « Paquet, a fait 9 mois la grève pour toi, maintenant tu la feras 9 mois pour moi ». Il existait à l'époque des carnets noirs, ça veut dire que pendant 9 mois, après avoir fait grève 9 mois, pendant 9 mois, il n'a retrouvé du travail nulle part. Et sa femme racontait que il y a une dignité ouvrière, et il existait à l'époque beaucoup plus de vie collective que maintenant. Les portes étaient ouvertes, les femmes étaient sur les pas de la porte, etc. Et pour ne pas montrer qu'il n'y avait rien dans la casserole pour manger à midi, on mettait sur le feu une casserole pleine d'eau et la vapeur sortait. Et comme ça, on faisait croire, mais tout le monde faisait ça, on faisait croire qu'il y avait quand même quelque chose à manger dans la maison. Pendant que Julien est en prison, le tribunal, entre guillemets, du Parti socialiste se réunit et dresse un acte d'accusation contre lui, et cet acte d'accusation porte 2 points. Être resté fidèle à la grève et avoir mis en accusation devant la classe ouvrière ceux qui l'ont trahi. Sorti de prison, Julien comparaît devant le tribunal du PS et il passe à l'attaque. Dénonce ceux qui ont, je le cite, 100 fois trompé et trahi la classe ouvrière. Et Julien a le grand honneur d'être exclu du parti de la trahison. On va retourner en arrière, en 1914. Des millions d'hommes qui sont des frères de classe vont mourir pour engraisser le capital international. Dans chaque pays, les dirigeants des partis socialistes vont applaudir à la boucherie et recevoir en échange des portefeuilles ministériels. Seul le parti bolchevique, le parti de Lénine et de Staline, dénonce la traîtrise de la Deuxième Internationale, mène le combat contre la guerre impérialiste et donne le mot d'ordre de sa transformation en guerre civile révolutionnaire. En Belgique, le député socialiste Pierson proclame, je le cite, « La guerre suspend la lutte des classes », tandis que la presse socialiste en appelle sur tous les tons à la défense de la, je cite, « petite Belgique contre l'impérialisme allemand ». Comme beaucoup de travailleurs, Julien est désemparé et ramène tout à la seule agression contre la Belgique. Alors il s'engage. Il sera versé dans les autopompes et sa colonne sera envoyée en Russie en 1916. Il y restera 2 ans. Et c'est là que se produit l'événement clé, l'événement décisif de sa vie. Il va vivre 1917, la Révolution, et il va l'accueillir avec non seulement un enthousiasme extraordinaire, mais aussi en assimilant définitivement la trahison de la social-démocratie, la nécessité de la seule voie révolutionnaire, de la dictature du prolétariat qu'il a vue en action sur place, notamment à travers les soviets d'ouvriers, de paysans et de soldats. Son expérience, ses conclusions, il va nous les raconter à 2 jeunes camarades et à moi-même un soir de fête en 1948 autour d'un petit vin blanc qu'il affectionnait particulièrement. La semaine dernière, il y avait ici une camarade qui était la 2e camarade qui assistait à cette merveilleuse leçon, et l'autre camarade est malheureusement mort maintenant. Nous étions jeunes à l'époque. Eh bien, dans cette leçon, camarade, vous auriez dû l'entendre, nous raconter toute son expérience en Union soviétique et la manière dont il fustigeait les traites, ceux qui trompent la classe ouvrière par le mirage de la voie pacifique parlementaire, nous expliquant comment, logique avec lui-même, il est allé en 1923 rejoindre les rangs du Parti communiste de Joseph Jacquemotte. Je voudrais maintenant vous parler brièvement de l'internationalisme prolétarien tel que Julien l'a pratiqué. De cet internationalisme prolétarien, il donna toute sa mesure en 1936. Dirigeant la campagne pour l'Espagne républicaine, ce sont des centaines de meetings qu'il va tenir, répétant inlassablement
Après Madrid, ce sera Prague. Après Prague, ce sera Bruxelles. Et Julien courait les rues de Liège, de Mons, de Charleroi, à la tête de cortèges réclamant des vivres, des armes pour l'Espagne. Quand les premiers enfants espagnols, arrachés à la faim et au bombardement, sont arrivés en Belgique, Julien va en prendre 3 chez lui. Mais son combat ne s'arrêta pas là. Il a été entre-temps nommé député communiste. À la Chambre, donc. Et on le vit à la tribune de la Chambre dénoncer la non-intervention chère aux socialistes, non-intervention qui allait livrer l'Espagne républicaine à Franco. On le vit crier son dégoût de Spaak, qui, en novembre 1938, donna le coup de poignard dans le dos au peuple espagnol en reconnaissant, premier ministre européen à le faire, le gouvernement de Burgos ayant Franco à sa tête. L'internationalisme prolétarien de Julien, il le manifesta également à l'égard des immigrés. Dans un climat de haine raciale, de xénophobie, le 14 juin 1938, Julien Lahaut interpelle le ministre de la Justice de l'époque, qui s'appelait Joseph Follien, à propos du sort des étrangers. Ce que le gouvernement voulait remettre en cause, c'était le droit d'asile. L'interpellation de Lahaut, répercutée dans l'opinion publique, stigmatise le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. Voilà qui, hélas, est toujours d'actualité. Il me reste à vous parler de Julien Lahaut, symbole de la lutte antifasciste, de Julien Lahaut, exemple de morale révolutionnaire. Antifasciste, Julien l'a été dès les premières manifestations de la peste brune. Il allait de meeting en meeting en clamant « Le fascisme, c'est l'assassinat, le fascisme, c'est la guerre ». Et il fut de toutes les campagnes, contre la Légion nationale en 1924, contre Rex, contre le VNV, campagne pour le communiste allemand Thälmann, le communiste italien Gramsci, le communiste hongrois Rákóczi, le communiste bulgare Dimitrov, tous tombés dans les griffes fascistes. Le 1er mai 1933, les ouvriers et les démocrates liégeois, sous la conduite de Lahaut, se rendent au consulat allemand à Liège, où le drapeau nazi flotte depuis plusieurs jours. Les cris hostiles et les pierres pleuvent, tandis que les dirigeants socialistes, Bondas en tête, appellent au calme et veulent s'interposer. Portée, hissée par la foule, une camarade, Françoise Longchamp, arrache le drapeau nazi. Quelques jours plus tard, à la Chambre des députés, Julien Lahaut parle. Il dénonce les crimes hitlériens, le danger fasciste. Il stigmatise la politique des dirigeants socialistes et montre que la seule voie pour vaincre le fascisme, c'est l'unité à la base sur une position de classe. Et alors il va y avoir un moment extraordinaire. Julien, devant les députés ahuris, médusés, déploie le drapeau à croix gammée et déchirant la loque nazie, il s'écrie de sa voix de stentor, je le cite, « Voilà le drapeau hitlérien qu'à Liège ont arraché les ouvriers communistes et socialistes unis. Quoi que vous fassiez, ils continueront dans le pays la lutte contre les menées des traîtres et des valets d'Hitler. Et c'est pour la première fois en Belgique que la 5e colonne hitlérienne, c'est-à-dire Rex et consorts, est publiquement stigmatisée. » Alors la sensation, elle est énorme, non seulement à la Chambre des députés, mais dans tout le pays. Tandis que l'ambassadeur d'Hitler proteste, tandis que les ministres belges s'excusent et rampent, le peuple, lui, comprend que le fer de lance de la lutte contre le fascisme, ce sont les communistes. Le 3 octobre 1935, Mussolini ouvre la série des agressions fascistes en envahissant l'Éthiopie. Et ce crime, camarades, ne va pas beaucoup troubler la conscience bourgeoise. Julien, lui, le dénonce publiquement. C'est pas à lui qu'il fallait donner des leçons de courage. C'est des marches même du pavillon italien à l'exposition universelle de Bruxelles qu'il arranque la foule un dimanche après-midi au moment de la plus grande affluence.
Julien est arrêté, traîné en correctionnel, condamné à 15 jours de prison. Mais des milliers de personnes avaient entendu son appel à la lutte antifasciste et cela seul comptait. Bien des années plus tard, en 1947, on entendra au Parlement Julien hurler sa colère contre ceux qui veulent dénigrer le courage du PC dans la résistance et prônent la guerre froide. Il s'écriera « Ne touchez pas au parti des fusillés ». Et cela, il le crie à tous ceux qui se sont tus, à ceux qui ont rampé, à ceux qui, avec toutes les nuances que ça comporte, ont collaboré avec les nazis et qui, par honte, vengeance ou haine, tentent de salir le parti qui a été à la tête de la résistance antifasciste. Une des calomnies les plus répandues, que vous avez sûrement entendues, car elle sert toujours aujourd'hui, c'est que les communistes n'ont commencé à résister que quand les nazis ont attaqué l'URSS, c'est-à-dire le 21 juin 1941. S'il est, parmi d'autres, des faits qu'on ne peut pas nier et qui prouvent le contraire, c'est notamment dans la pratique de Julien qu'on les trouve. Le 5 janvier 1941, De Grelle tente une marche sur Liège. Il avait compté sans la classe ouvrière, sans le Parti communiste et sans Julien Lahaut. 7000 manifestants, Julien en tête, s'avancèrent vers le palais de Coron-Meuse où De Grelle terminait par un vibrant Heil Hitler son discours. Baïonnettes pointées, les Allemands défendaient les abords du lieu de concentration. Cela n'arrête pas les manifestants. La bagarre s'engage devant le palais et se poursuivit jusqu'en ville. Comme toujours, Lahaut se battait au premier rang. Les rexistes, De Grelle en tête, s'enfuiront sous les huées de la foule, toutes les vitres de sa voiture brisées. C'en était fait du rêve de Grelle de devenir le Gauleiter de la Belgique. Je ne m'arrêterai pas longuement sur la grève des 100 000. À elle seule, elle mériterait un exposé. Il faut savoir que, à l'initiative du Parti communiste, le vendredi 16 mai 1941, malgré l'occupant nazi, 100 000 prolétaires du bassin liégeois ont abandonné le travail. À leur tête, Julien Lahaut. Fidèle à sa vieille tactique, il met sur pied un comité de grève. Cette grève, camarades, a été victorieuse du point de vue revendication. Mais elle n'était pas que revendicative. Elle a une importance primordiale parce qu'elle a établi le lien entre lutte revendicative et lutte antifasciste, c'est-à-dire entre lutte revendicative et lutte politique. De cette étape importante, le Parti communiste tire la leçon dans une publication clandestine qui s'appelle Les Temps nouveaux, lue par des centaines d'ouvriers. Je cite. En se révoltant contre la misère, les grévistes mènent une lutte hautement politique. La classe ouvrière vient de donner un exemple inestimable. Elle a démontré que même en pleine guerre, la machine politique et militaire peut être forcée au recul. Du coup, le prolétariat de Belgique a justifié sa place à la direction de la lutte populaire pour l'indépendance du pays. Lui seul a la force de guider, de conduire les larges masses. Le 22 juin 1941, Hitler attaque l'URSS. Au même moment, des communistes, parmi lesquels Julien, sont arrêtés. Et ce sera pour Julien le début du calvaire. La citadelle de Huy d'abord, où il a tenté par 4 fois de s'évader. Puis ce sera les sinistres camps de Neuengamme et de Mauthausen. Je vous disais que Julien Lahaut est un exemple de morale révolutionnaire. Si toute sa vie, que je viens de vous décrire brièvement, vous en fournit la preuve, c'est dans les camps de la mort que sa morale de communiste atteignit son plus haut degré. Au milieu des privations,
tenaillé par la faim, roué de coups, épuisé de travail, malade, il va attraper le typhus. Il fut, à tout moment, digne de l'honneur que lui firent les communistes belges qui, organisés dans les camps, lui confieront la direction de leur mouvement. Il s'agissait de maintenir intact, dans des conditions abominables, l'esprit de résistance, le sens politique et la morale révolutionnaire. Durant 48 mois, Julien montra à tous, communistes ou non, l'exemple. Julien résista à l'ennemi, organisa la solidarité, garda un optimisme de fer qu'il sut communiquer autour de lui. Un codétenu qui était vraiment sans lieu de partager les opinions politiques de Julien, c'était un prince polonais, je vais essayer de vous lire son nom, mais c'est très difficile, c'est le lieutenant Czerwertinski, a dit de lui: c'est un homme qui portait le soleil dans sa poche et en donnait un morceau à chacun. Rien ne peut mieux décrire le communiste Julien Lahaut. Et le 28 avril 1945, Mauthausen étant libéré, tous ses compagnons se réunissent sur la sinistre place d'Appel et vous savez ce que Julien leur dit: voilà mes camarades, ils ne nous ont pas eus, plus que jamais la lutte continue. Maintenant nous allons nous interrompre 5 minutes. L'État qu'il faut détruire pour que la classe ouvrière puisse asseoir son pouvoir. En 1950, c'est la guerre froide. L'impérialisme américain, maître de Franco, de Salazar, de Chiang Kai-shek, de la dictature de la Corée du Sud, mène une politique systématiquement agressive contre l'URSS socialiste. Dans les pays capitalistes, la grande bourgeoisie a relevé la tête après avoir tremblé à l'idée que la résistance victorieuse, que le peuple ne lui règle définitivement son compte à la libération. Mais même avec le soutien de l'impérialisme américain, la bourgeoisie a toujours les tripes nouées par la peur, cette peur viscérale qu'elle a de la classe ouvrière. Alors elle est à la recherche d'un homme fort, d'un homme capable à la fois d'imposer le diktat de l'impérialisme américain qui veut faire de la Belgique une base contre les pays du socialisme et de mater les velléités de la classe ouvrière, qui, mieux que Léopold III, est à même de jouer ce rôle. Le peuple a surnommé Léopold III le roi des inciviques. C'est ainsi qu'on appelait les collaborateurs de tout poil. Léopold III et son entourage n'ont jamais caché leur sympathie pour l'extrême droite, pour un État fort. Cela, la classe ouvrière et les démocrates le savent et ne lui pardonnent pas. Comme ils ne lui pardonnent pas sa politique de neutralité à l'égard de l'Allemagne nazie, politique qu'il a inaugurée en 1936, sa capitulation devant l'envahisseur en mai 1940, son appel au peuple belge à reprendre le travail dans le calme sous la botte nazie, son entrevue avec Hitler à Berchtesgaden le 19 novembre 1940. C'est le Premier ministre du gouvernement belge, le catholique Pierre Lot, qui, le 30 mai 1940, déclarait devant les parlementaires évacués en France, à Limoges, je le cite: « Entièrement persuadé de la victoire allemande, Léopold III espère gouverner avec la protection des Allemands. » Tout cela, la classe ouvrière, les démocrates le savent, comme ils savent pourquoi la grande bourgeoisie a besoin du retour sur le trône de Léopold III. Je ne vous raconterai pas la grève de juillet 50, mais il faut que vous sachiez que pour le peuple, se dresser contre le retour de Léopold III signifiait continuer la lutte contre le fascisme, contre un règne autoritaire, contre la domination de la finance, contre l'extrême droite, pour la démocratie et la justice sociale. Et c'est du peuple qu'est sorti le cri de « Vive la République »,
Ce cri retentira à Bruxelles, place des Martyrs, je puis vous l'affirmer parce que j'y étais, dans les manifestations à Liège, à Charleroi, au Borinage. Bien sûr, camarades, république bourgeoise ou monarchie, c'est pareil tant que le pouvoir est aux mains du capital. Mais le mot d'ordre de Vive la République a un contenu progressiste, antifasciste, de marche en avant qui n'échappe à ce moment-là ni au peuple ni à ses ennemis. Le vendredi 11 août 1950, c'est le porte-parole du peuple, Julien Lahaut, qui fera résonner le cri de Vive la République à la Chambre des députés. Et le coup a porté, retransmis qu'il est par la radio, les actualités cinématographiques dans le pays, dans le monde entier. Julien a su, une fois encore, se servir du Parlement pour en faire une tribune à destination du peuple. Pour la bourgeoisie, pour l'extrême droite, pour la CIA, c'en est trop. Il y a trop longtemps que le vieil agitateur, bien connu de nos services, comme le décrivent les rapports de police, est l'obstacle qu'il faut abattre. Et c'est ce qui se fera le 18 août 1950 à 9h20 le soir.